50 ans après l'émission Apollo, la surface de la Lune a de nouveau de la visite. Un événement de taille, une nouvelle exploration spatiale qui révolutionne nos connaissances. Janvier 2019, une sonde chinoise se pose sur la face cachée de la Lune. Un moment historique, une prouesse scientifique qui replace la Lune au centre de toutes les attentions. Mais dans quel but accomplir un tel voyage? Pour approfondir la science lunaire, mieux évaluer ses ressources et les exploiter, implanter des bases habitées avant d'aller sur Mars et plus loin encore dans l'espace? Pour comprendre ces enjeux, nous partons pour une enquête à travers le monde. Pour la première fois, les pionniers du programme spatial chinois ont accepté de nous dévoiler les coulisses de cette aventure hors norme. L'émulation gagne les chercheurs du monde entier, qui rivalisent d'ingéniosité pour percer les secrets de la Lune et au-delà de tout le système solaire. Une nouvelle cartographie céleste se dessine, dévoilant des territoires inconnus et des ressources à la valeur scientifique inestimable. Nous sommes en train de vivre une véritable révolution spatiale. Une révolution qui commence de l'autre côté de la Lune. Émerveillé par l'espace depuis l'enfance, l'astrophysicien Christophe Galfard consacre sa vie à décrypter les mystères de l'univers. Aujourd'hui, il part à la rencontre des scientifiques du monde entier pour questionner cette nouvelle ère spatiale qui s'annonce. Pour la première fois, l'agence spatiale chinoise, la CNSA, nous ouvre ses portes. Nous découvrons le témoignage de ces chercheurs, leurs avancées et les incroyables enjeux de cette quête scientifique. Comme toutes les nations qui se risquent dans l'espace, la Chine a connu des débuts difficiles. Mais aujourd'hui, elle se hisse à la hauteur des meilleurs dans le domaine et le démontre de façon méthodique en réalisant toutes les premières spatiales en un temps record. Pékin, la capitale, rassemble les principaux centres de recherche qui ont permis ces progrès fulgurants. Les sondes du programme Chang'e sont conçues à l'Académie de technologie spatiale sous la direction de Zhang He. Elle porte aujourd'hui sur ses épaules le projet d'exploration le plus ambitieux depuis Apollo. Déjà 20 ans que je travaille dans le spatial. J'ai commencé sur le programme Chang'e 1. L'objectif de notre programme lunaire, c'est d'explorer un maximum de régions afin de récolter le plus de données scientifiques possible. En termes de découverte et d'innovation, le plus intéressant, c'est vraiment d'atteindre la face cachée. C'est le meilleur choix. Nous avons fait évoluer nos technologies dans ce but, et la décision a été prise. Chang'e 4 ira sur la face cachée de la Lune. Pour Zhang He et ses équipes, tenter de toucher la face cachée est donc le défi qui s'imposait après les succès des premières sondes placées en orbite ou posées sur la face visible de la Lune. Si jusque-là, aucune agence spatiale ne s'est aventurée sur la face cachée, c'est parce qu'elle est inaccessible à nos moyens d'observation et de communication. Impossible de s'y poser sans un satellite relais. Pour résoudre ce problème complexe, les scientifiques chinois ont élaboré un type de satellite particulier et ont déterminé le point précis de l'espace où le positionner.
Il peut toujours voir la face cachée de la Lune et la Terre en même temps. Donc ce point permet un relais en temps réel et sans interruption. Alors même si on maîtrise bien cette technologie, elle assure une fonction essentielle de la mission. Si elle est défaillante, la mission peut échouer. Le satellite relais, nommé Kekiao, a été mis en œuvre par l'équipe de Sun Zhe-ju avec une fiabilité parfaite. Cela aussi, c'est une première. La sonde Chang'e 4, surmontée de son rover, pouvait prendre le chemin de la face cachée à bord du lanceur lourd Longue Marche. « 3 janvier 2019, étape cruciale de cet exploit inédit, se poser hors de vue de la Terre, dans une zone totalement inexplorée. Zhang He et ses équipes retiennent leur souffle. Le jour de l'atterrissage, à l'approche de la Lune, les caméras embarquées montraient la descente image par image. Dans la salle de contrôle, tout le monde était à la fois calme et très tendu. Finalement, quand on a reçu l'image de notre caméra installée sous la sonde, on a juste vu un peu de poussière étoilée. Puis l'image s'est figée, tous les paramètres étaient bons, nous avions atterri sans problème. On était tous très heureux et très excités. Avec la mission Chang'e 4, c'est en effet la première fois que l'humanité laisse une empreinte sur la face cachée de la Lune. Notre rover y a imprimé la marque de ses roues. Je pense que ce n'est pas seulement une fierté pour les Chinois, c'est une fierté pour l'humanité tout entière. Ces images prises par Chang'e 4 sont inédites. Son rover est ainsi le premier à explorer l'une des régions les plus riches en énigmes de toute la Lune. Yutu 2 a exploré au fur et à mesure, en cartographiant le profil géologique du sous-sol pendant son trajet, sur une profondeur d'environ 300 mètres, grâce à un système que nous appelons radar lunaire. Toutes ces questions que nous nous posons, comment le sol est stratifié, où se trouve telle couche et à quelle profondeur, les réponses nous parviennent progressivement. Et cela nous renseigne sur l'histoire de la Lune depuis sa formation. Plus de 50 ans après les missions Apollo, cet exploit chinois va donner un coup d'accélérateur historique à la science lunaire. Même si dans les laboratoires, les chercheurs n'ont jamais quitté la Lune des yeux. En France, sur les hauteurs de la Côte d'Azur, le plateau de Calerne a vu fleurir un ensemble de coupoles, abritant de nombreux instruments d'observation et de mesure. Un site à l'abri de la lumière des villes. Un laser vert fend le ciel et pointe la Lune. Ici, on mesure la distance entre la Terre et la Lune au centimètre près, grâce à des réflecteurs placés lors des missions Apollo. Les données ont permis une découverte étonnante. La Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an. Et ce n'est pas la seule source d'étonnement. Christophe retrouve sur place le planétologue et géophysicien Marc Vissorek. Ce chercheur de l'Observatoire de la Côte d'Azur, en pointe dans l'étude de la Lune, déconstruit nos idées reçues. D'après ce qu'on sait de la Lune, peut-on dire que c'est un astre mort? Beaucoup le disent, oui. Mais je tiens à dire que ce n'est pas du tout le cas. Au cours des missions Apollo, nous avons placé des sismomètres à la surface. Et tout comme on mesure des tremblements de terre, on mesure des tremblements de Lune. Et on a découvert que la Lune est sismiquement active.
encore aujourd'hui. Même en ce moment. Même en ce moment. Chaque fois que la Lune fait le tour de la Terre, il y a un nouveau tremblement de Lune qui se produit. En dehors des tremblements de Lune, est-ce qu'il y a une réelle différence entre la face cachée et la face visible de la Lune? C'est sans doute l'une des plus grandes caractéristiques de la Lune, comparée aux autres corps du système solaire. La face visible est très différente de la face cachée. Le meilleur exemple, c'est qu'on peut voir toutes ces coulées de lave du côté visible. Elles couvrent environ un tiers de la face visible. Mais quand vous regardez de l'autre côté de la Lune, il n'y a presque aucune coulée de lave. L'Agence spatiale européenne possède elle aussi des équipes qui tentent de percer les secrets de la Lune. Spécialiste à la direction de l'exploration spatiale, James Carpenter connaît le terrain lunaire comme s'il l'avait foulé lui-même. Ici, nous voyons la Lune comme on la voit depuis la Terre, d'accord? Et on distingue ces zones lumineuses. Ce sont les parties les plus anciennes de la Lune. Ce sont les premiers morceaux de la croûte qui se sont solidifiés à partir de ce qui était à l'origine un océan de magma. Et puis ces zones sombres sont ce que nous appelons les mers lunaires. Ce sont des roches qui proviennent d'éruptions qui ont inondé toute la surface de ces zones. On voit les sites d'atterrissage des missions Apollo sur une sorte de bande dans cette région. Les échantillons qui sont revenus d'Apollo et les analyses qui ont été faites ont complètement transformé notre compréhension de la Terre et de la Lune et l'histoire de ces deux corps. Mais ils nous ont également fourni les bases pour comprendre comment les planètes se sont formées partout dans le système solaire. Les plus de 380 kilos d'échantillons lunaires, rapportés au fil des missions Apollo, furent un inestimable trésor pour les progrès de la science. Avec l'exploration de sa face cachée, la Lune se trouve à nouveau au cœur de l'actualité scientifique. Dans cette dynamique, l'agence spatiale chinoise désire pousser un cran plus loin ses investigations lunaires avec Chang'e 5. Cette fois, ce n'est plus la face cachée qui est visée, mais un autre objectif hautement délicat et complexe. Non seulement collecter des échantillons de sol dans une région inexplorée de la face visible, mais aussi les ramener intacts sur Terre. Pour préparer cette mission périlleuse, l'agence spatiale chinoise tisse des collaborations avec les meilleurs planétologues internationaux. L'une des plus pointues et des plus demandées de sa discipline est la chercheuse française Jessica Flao, basée dans un laboratoire CNRS à Nancy. J'ai été invitée à réfléchir avec les équipes chinoises sur cette zone, cartographier tout ce qu'on pouvait voir, tout ce qui pouvait être un élément d'intérêt pour l'atterrisseur. Donc on a vraiment fait un inventaire de tous les objets intéressants, toutes les roches qui pourraient être intéressantes à ramener dans la zone d'atterrissage de Chang'e 5. La mission s'est très bien passée puisqu'ils ont échantillonné plusieurs kilos de roches, à la fois à l'aide d'une pelle et à l'aide d'un système de forage, et qu'ils ont pu ramener vers la Terre de manière complètement automatisée. Le 17 décembre 2020, nouvelle étape historique. La capsule de retour de la mission Chang'e 5 se pose sur le sol enneigé de Mongolie intérieure. Une mission de 3 semaines sans accroc. Ce sont les premiers échantillons de sol lunaire rapportés sur Terre depuis 1976. La Chine est le 3e pays, après les États-Unis et la Russie, à réussir un tel exploit. L'un des tout premiers à poser les yeux sur ces nouveaux fragments lunaires est le professeur Li Xunlai de l'Observatoire astronomique national. Depuis un laboratoire au plus haut standard high-tech, il est chargé des premières analyses. Jusqu'à ce qu'on réceptionne les échantillons, mon cœur battait très fort. Et on a réussi à récolter un fragment de roche complètement différent d'Apollo. Avant le retour de la mission Chang'e 5, nous basions nos recherches sur les échantillons américains de l'ère Apollo.
On pensait alors que l'activité volcanique de la Lune s'était éteinte il y a 3 milliards d'années et que plus aucune éruption magmatique ni activité géologique n'avait eu lieu depuis. Autrement dit que la Lune était un corps inerte sur le plan géologique. Mais lorsque nos échantillons sont revenus, nous avons découvert que des éruptions avaient eu lieu il y a encore 2 milliards d'années. Les conclusions de l'ère Apollo étaient inexactes. C'est l'une de nos plus grandes découvertes. Il y a 2 milliards d'années au moins, il y avait encore des éruptions volcaniques sur la Lune. Les échantillons de la mission chinoise offrent cette première révélation. Le volcanisme de la Lune a duré beaucoup plus longtemps qu'on ne l'avait cru. 1 milliard d'années de plus. Afin de pousser plus loin les analyses, une étroite coopération internationale est indispensable. Le laboratoire de Jessica Flao figure parmi les meilleurs au monde pour ce qui est de l'étude des sols extraterrestres. Il a été sélectionné par l'agence spatiale chinoise pour recevoir une partie des échantillons de Chang'e 5, avec peut-être à la clé quelques découvertes supplémentaires. Pour Jessica Flao, comme pour toute la communauté scientifique, les perspectives sont immenses. Jusqu'à Chang'e 5, ce que nous savions des sols lunaires reposait en grande partie sur l'étude des échantillons Apollo. Qu'il s'agisse des mers lunaires, typiques de la face visible, ou bien des terres, qui forment les sols les plus anciens de l'astre. C'est la première croûte de la Lune. Elle représente à peu près 83% de la surface de la Lune et sont composées d'une roche assez claire qu'on appelle une anorthosite. Alors ça, c'est un exemple terrestre, elle vient de Norvège, mais c'est des roches qui, à la base, sont assez rares sur Terre et qui, au contraire, forment le gros de la surface lunaire. Par comparaison, les mers lunaires, c'est vraiment des plaines volcaniques et c'est une roche qu'on appelle du basalte, qui est très sombre, qu'on trouve par exemple au niveau de la plupart des volcans terrestres et ce qui forme la croûte des fonds marins. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler les terres rares, le lantane, le platine, il y a les métaux sur la Lune, donc ça peut être du titane, de l'aluminium. Au fil des recherches, la Lune dévoile peu à peu ses secrets. Pour nous, terriens, ses sols et sous-sols regorgeraient de potentielles ressources. Combien y a-t-il de minéraux différents sur Terre? Plus de 4000. Jusqu'à présent, nous avons détecté plus de 100 types de minéraux sur la Lune. Il existe environ 6 types de minéraux qui sont nouveaux et introuvables actuellement sur Terre. Combien y en a-t-il sur Mars? Selon nos données, il y en aurait environ 500 sortes différentes. Des dizaines, des centaines de minéraux, certains introuvables sur Terre, comme l'hélium 3. Tout ce qui est encore à découvrir est d'une ampleur vertigineuse. Voilà qui nourrit notre désir d'exploration. À destination de la Lune, toute proche, mais pas seulement. C'est à l'échelle du système solaire que les agences spatiales conçoivent désormais leur programme. Et l'humanité commence à rêver à ces horizons infinis. Pour les atteindre, elle met en œuvre de très grands moyens. De nouveaux vaisseaux spatiaux, les plus colossaux jamais imaginés. Avec la Lune comme première escale. La grande nouveauté côté américain, c'est la fusée géante SLS, Space Launch System, le plus gros lanceur construit depuis Apollo. Plus de 3000 tonnes vont s'envoler pour propulser vers la Lune une petite capsule baptisée Orion. SLS et Orion sont les fers de lance du programme Artemis, le nouveau programme spatial habité de la NASA.
Orion a été pensé comme une capsule qui va nous amener près de la Lune. Le SLS a été développé sans destination précise, mais à mon avis, il a toujours été clair que ça serait d'abord pour aller sur la Lune et ensuite sur Mars. Bon, nous avons dépensé plus de 40 milliards de dollars du contribuable américain. Et maintenant, nous sommes très proches d'un vol d'essai. D'ici un an ou deux, le premier vol habité sera envoyé en orbite autour de la Lune. Ensuite, la NASA prévoit un alunissage pour 2025. Je vous donne le go pour le décompte final et le lancement d'Artemis 1. Après des années d'efforts, le 16 novembre 2022, la mission Artemis est lancée. Même si cette première mission test n'embarque aucun humain à bord, c'est une nouvelle aventure spatiale qui commence. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, participe activement au programme Artemis en fournissant une partie de la capsule Orion, mais aussi certains éléments essentiels à un autre volet impressionnant du projet, la construction d'une station en orbite autour de la Lune, la station Gateway. Gateway sera la première station habitable hors de la protection magnétique de la Terre. Les astronautes viendront régulièrement s'y arrimer avec Orion avant d'aller sur la Lune et d'en revenir. C'est dans le Piémont italien que sont assemblés les premiers modules européens de la station Gateway. Sur place, Christophe Galfard rencontre deux de ses principaux concepteurs. Modestes et discrets, Anna Maria Piras et Franco Fenolio ont pourtant relevé d'incroyables défis. Tous deux ont contribué à bâtir la Station spatiale internationale qui orbite autour de la Terre depuis déjà 2 décennies. Fidèles à leurs préoccupations premières, la protection des équipages, ils poursuivent leur rêve d'enfant avec Gateway, la toute première station autour de la Lune. Nous ne voulons pas nous arrêter à la Lune. Quand vous êtes enfant, vous commencez à regarder la Lune et vous vous dites « je veux y aller ». Puis quand vous grandissez, c'est tout le système solaire qui vous attire. Cette exploration est une nouvelle frontière pour nous tous. Si nous partons de l'orbite terrestre basse, pour laquelle nous avons une solide expérience, pour aller vers l'orbite lunaire, alors les défis ne sont plus les mêmes. D'abord, il y a la durée du trajet, qui est beaucoup plus long. 1 semaine au lieu d'une journée. Ensuite, on s'expose à un niveau de rayonnement très puissant, qui, à moins d'avoir les protections appropriées, met en danger la vie des équipages en orbite. Et du coup, est-ce qu'on sait combien de temps un astronaute pourrait résister au rayonnement cosmique? Je dirais qu'il ne pourra pas survivre dans ces conditions au-delà d'1 ou 2 mois. En tout cas, difficile de prolonger le séjour sans présenter des problèmes physiologiques affectant gravement son corps et ses différents organes. Gateway, en orbite autour de la Lune, ne sera plus protégé par le champ magnétique terrestre. Ces modules seront la seule assurance vie des équipages face à la violence du milieu spatial. Leur structure est donc renforcée pour devenir le meilleur bouclier possible contre les rayonnements solaires et cosmiques. Plusieurs couches métalliques sont superposées. Elles forment une coque qui agit comme un pare-choc, freine
et brise les particules les plus dangereuses. Les couches internes, en Kevlar ou même remplies d'eau, absorbent le reste. En sécurité grâce à ces technologies, les humains seront bientôt de retour, autour et sur la Lune, que ce soit dans la station Gateway, la capsule Orion ou de futurs atterrisseurs. De son côté, l'agence spatiale chinoise suit une autre voie, privilégiant pour l'instant une exploration robotique qu'elle estime plus économique et prudente. Mais quelle que soit l'option, il est essentiel d'approfondir la connaissance du terrain lunaire, sa composition, son relief. Établir des cartes de la surface de la Lune est un enjeu capital. Avant d'aller sur place, il faut trouver le site idéal. En être le plus sûr possible, sinon toute la mission peut être compromise. Chang'e 1 et 2 ont permis un relevé complet de tout le terrain lunaire. Chang'e 2 a travaillé avec plus de précision, une résolution moyenne de 7 mètres, obtenant ainsi des informations précieuses. Sur des zones clés, Chang'e 2 a fait encore mieux, en prenant aussi des images avec une résolution d'environ 1 mètre. Cette Lune, qui semblait inaccessible à nos ancêtres, la Chine l'a cartographiée avec une précision exceptionnelle. Ce sont des cartes de haute résolution, patiemment assemblées au fil des missions. Grâce au programme Chang'e, ces images de la Lune ont la plus grande précision jamais atteinte. Si on les imprimait en pleine définition, elles seraient aussi vastes qu'un terrain de football. La Lune est très vaste. Sa superficie est à peu près équivalente à celle de l'Afrique. C'est un grand territoire à explorer, avec beaucoup de variété et de diversité. Un grand nombre de recherches sont en cours pour identifier les endroits les plus intéressants. À l'heure actuelle, l'attention internationale se focalise sur les pôles de la Lune. Parce qu'aux pôles de la Lune, nous savons qu'il y a des zones qui sont en permanence dans l'obscurité, où il fait très froid, où il y a de la glace d'eau et d'autres éléments chimiques volatiles qui sont piégés. La priorité des toutes prochaines missions, c'est d'aller à différents endroits dans cette région du pôle Sud, creuser sous la surface et mesurer la quantité de glace d'eau et d'autres éléments que nous pourrions trouver. Et cela nous permettra de vraiment comprendre s'il s'agit d'un gisement, d'une ressource, utilisable ou non. Évaluer la présence de cette eau devient une priorité de l'exploration lunaire. C'est pourquoi les futures missions chinoises sont en grande partie conçues autour de cet objectif. Chang'e 7 ira au plus près du pôle Sud avec l'espoir de confirmer la présence d'eau cachée dans l'obscurité de ces cratères. Mais auparavant, c'est une autre gageure que devra relever Chang'e 6. La première collecte d'échantillons du côté face cachée. Ce sera la première fois que l'humanité prélèvera un échantillon sur la face cachée. Pour cette grande première, nous espérons pouvoir faire des prélèvements très profonds dans le sol. Même un échantillon du manteau lunaire. C'est en préparation et c'est pour bientôt. Chang'e 6 ne se limitera pas à la collecte d'échantillons. La sonde emportera aussi de nombreux instruments de mesure, certains très précieux pour l'étude de l'eau lunaire. Pour les mettre au point, des chercheurs du monde entier travaillent aux côtés des scientifiques chinois. Nous avons lancé des collaborations internationales, cette fois-ci avec la France. Notre programme lunaire est un projet scientifique pour un usage pacifique de la Lune,
On souhaite donner à ces projets une dimension internationale. La science ne connaît pas de frontières. On doit travailler ensemble pour approfondir notre compréhension de l'univers. Hu Hao et l'agence spatiale chinoise se sont associés à un centre de recherche français parmi les plus créatifs dans le domaine, l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Pierre-Yves Mélin est l'un des créateurs du DORN, un nouvel outil de mesure qui ira bientôt sur la face cachée de la Lune, à bord de Chang'e 6. Pour inventer ce type d'instrument, il faut avant tout très bien connaître l'astre que l'on veut explorer, ses subtilités, ses mystères aussi. L'idée originale qui a germé au sein de l'IRAP est d'étudier un gaz radioactif, le radon, émis par les sols sur Terre comme sur la Lune. Suivre le radon permet de comprendre le transport des gaz dans le sol et dans l'atmosphère d'un astre. Depuis Apollo, nous savons que la Lune possède une atmosphère extrêmement fine, dans laquelle migrent des gaz. Le radon, bien sûr, mais aussi la vapeur d'eau. Ces gaz semblent s'accumuler dans les régions les plus froides de la Lune, au niveau des pôles. Le DORN a pour mission de mesurer le radon, plus facile à détecter que l'eau. Le radon, c'est un peu comme un espion qui va pister la présence de l'eau, la suivre à la trace. L'instrument est bientôt prêt à partir en Chine, puis dans l'espace à bord d'une fusée Longue Marche 5. Mais auparavant, il doit souffrir et supporter différentes séances de torture sous les yeux de ses créateurs. Le décollage de la fusée Longue Marche 5 représente l'une des phases les plus critiques de la mission, puisque c'est l'étape pendant laquelle l'instrument va subir les plus fortes vibrations. Pour s'assurer que l'instrument de vol va résister à ces vibrations, nous sommes obligés de construire une maquette mécanique que nous avons aujourd'hui vibrée à toutes les fréquences qui nous ont été spécifiées par les Chinois. Et donc notre instrument aujourd'hui a passé avec succès tous ces tests mécaniques. Ensuite, nous ferons subir à l'instrument des tests thermiques pour simuler à la fois les variations de température qu'il va subir pendant la croisière vers la Lune et puis pendant les 48 heures qu'il va passer à la surface de la Lune, où il pourra faire soit très chaud, soit très froid en fonction du choix du site d'atterrissage. C'est un défi d'aller à la surface de la Lune, pour les conditions extrêmes. C'est encore pire au pôle sud de la Lune. On a très peu d'énergie puisqu'on reçoit moins de lumière du Soleil. On peut atteindre facilement les moins 200 degrés Celsius au pôle sud de la Lune. Donc il faut des robots qui peuvent survivre à ça. Donc survivre à la pénombre, survivre aux températures extrêmes, être capable d'aller forer. On a plein de problèmes aussi de questions de comment est-ce qu'on va échantillonner, mesurer cette glace, parce que est-ce que quand on va forer dans le sol lunaire, elle ne va pas finalement se volatiliser, partir sous forme de vapeur, et donc est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on va pas trop chauffer en forant, et est-ce qu'on va pouvoir vraiment la mesurer? Donc j'ai envie de dire, il faut déjà répondre un petit peu à tous ces défis. Lors des missions Chang'e 3 et 4, les équipes chinoises avaient déjà dû affronter l'hostilité des conditions lunaires. Là où nous sommes allés, il faisait 90 degrés à midi et la nuit, moins 190 degrés. C'est une différence de température de près de 300 degrés. Les équipements électroniques ordinaires ne fonctionnent pas dans ces conditions. On a dû inventer de nouveaux systèmes de dissipation de chaleur durant la journée et d'isolation pendant la nuit lunaire. La solution a été d'adapter une méthode de dissipation de chaleur extrême face au Soleil, peu utilisée par les autres engins spatiaux. La résolution de ces problèmes m'a vraiment marqué. Les températures extrêmes, le terrain impraticable, tout cela crée des défis titanesques pour aller récupérer l'eau gelée cachée au fond des cratères polaires. En réalité, aucun de nos robots actuels ne survivrait longtemps à pareille descente. Pourquoi les agences y travaillent-elles malgré tout?
pourquoi braver de tels dangers? Il faut une très bonne raison. On parle beaucoup de ressources lunaires. La ressource majeure lunaire, effectivement, essentiellement au niveau du pôle sud, c'est l'eau. Parce qu'avec l'eau, d'abord, vous faites survivre effectivement des équipages. Ça vous permet de ne pas amener de l'eau parce que chaque kilo est extrêmement cher quand vous voulez l'atterrir sur la Lune. Mais aussi l'eau, si on l'électrolyse, donc si on a l'énergie pour l'électrolyser, ça fait du carburant, ça fait de l'oxygène et de l'hydrogène. Ce sont des carburants de beaucoup de fusées qu'on fait décoller depuis la Terre. Et décoller depuis la Lune, c'est beaucoup moins énergivore que de faire décoller sur la Terre, puisque la gravité est 6 fois moindre. C'est donc une véritable ruée vers l'eau lunaire qui s'annonce. Cette eau s'avère providentielle pour l'avenir de l'exploration spatiale, pour la création de futures bases habitées, comme pour assurer les trajets pour s'y rendre. Au passage, elle révèle ce qui se prépare, habiter la Lune. Une étape supplémentaire de l'exploration hautement délicate. Pour la concrétiser, l'entraînement a déjà commencé. Notre planète possède des terrains très similaires au paysage lunaire. Des sites isolés, souvent volcaniques, sont choisis pour expérimenter les conditions de vie dans un habitat extraterrestre. Au creux d'une ancienne coulée de lave, sur un versant de l'immense volcan Mauna Loa à Hawaï, la base internationale HI-SEAS est l'un de ces sites de simulation. Mikaela Musilova, directrice de la base, montre à Christophe les installations. Elle lui propose aussi une sortie sur le terrain, simulant les conditions lunaires ou martiennes. Enfile le sac, assure-toi que les sangles sont bien réglées. Ah, c'est lourd. C'est assez lourd, mais ça te maintient en vie. Ah, ça vaut le coup alors. Ok. C'est parti. Comme ça? Ça me paraît bien. Tu peux vérifier? Ouais, on dirait que t'es bien attaché. Tout semble bon. Merci. Si ce versant de volcan terrestre offre une géologie similaire à la Lune, les conditions à sa surface n'ont vraiment rien à voir avec les dangers mortels qui règnent sur notre voisine. Le niveau de radiation, les pluies de micrométéorites filant comme des clous à 40 000 km/h, protéger les bases au sol est l'une des difficultés majeures d'une installation sur la Lune. Au cœur du champ de lave, Mikaela connaît un lieu fascinant qui pourrait inspirer les futurs explorateurs lunaires. Bienvenue au tunnel de lave. C'est splendide. Alors, nous allons descendre par là. Mais attention, le terrain est très instable. Donc tiens-toi prêt à t'agripper si nécessaire. Et fais bien attention, juste ici, là, en descendant. Ça y est, on y est. Je comprends que t'aimes cet endroit. C'est magnifique. Oui, c'est très beau. C'est pour ça que j'aime ce travail et que j'aime tant venir ici. C'est marrant, pour moi, c'est un peu effrayant ici. Je comprends pourquoi on peut trouver ce lieu effrayant. Mais pour moi, c'est avant tout une façon d'explorer, d'essayer de trouver des endroits où il y a de la vie, ou bien un habitat pour les humains, sur Mars ou la Lune un jour.
Ah, c'est dingue. Michaela et Christophe s'enfoncent dans les entrailles volcaniques de la grande île d'Hawaï. Comme une répétition d'une exploration similaire du sous-sol lunaire, à la recherche de cavités qui pourraient assurer un habitat aux premiers colons de l'espace. Si nous nous préparons à explorer ainsi la Lune sous toutes ses coutures, c'est parce qu'elle pourrait être la clé de l'espace profond. Elle est la meilleure base d'entraînement et de départ pour envoyer des humains plus loin, en particulier vers Mars. La planète rouge est l'autre grand objectif de la recherche spatiale. Depuis 20 ans déjà, elle reçoit nos robots d'exploration. Depuis le mois de mai 2021, Zhurong, le rover chinois du programme Tianwen, trace son chemin sur Mars. Grâce à l'expérience que l'on a acquise sur l'ensemble de notre programme spatial, nous sommes plus confiants pour la suite. Ça, c'est vrai. Par exemple, pour notre mission martienne, nous bénéficions du savoir-faire des missions lunaires, même s'il existe de grandes différences entre l'exploration de la Lune et celle de Mars. Avec Tianwen 1, nous avons réalisé en une seule mission la mise en orbite, l'atterrissage et l'exploration au sol. On a vraiment repoussé les limites. Grâce à la Lune, nous accédons à l'espace profond. L'aventure lunaire nous a permis de décupler nos capacités spatiales. Les États-Unis sont également sur le terrain martien. Peu de temps avant Zhurong, Perseverance, l'imposant rover de la NASA, se posait avec succès. Si les agences spatiales se pressent ainsi sur Mars, c'est pour un objectif bien plus important que celui des ressources, débusquer des traces de vie. C'est là une quête universelle, le Graal de la recherche interplanétaire. C'est dans ce but qu'Américains et Européens concentrent sur Perseverance tout leur savoir-faire technique. Inlassablement, Perseverance arpente un vaste cratère nommé G0, à l'affût de tout ce qui aurait pu favoriser la vie. Le cratère abrite les vestiges d'un delta. La roche y porte la marque de puissants ruissellements. Des dépôts s'y sont formés, accueillant peut-être dans un lointain passé une forme de vie. L'eau à l'état liquide est la merveille que l'humanité recherche avant tout dans l'immensité de l'espace. Essentielle à notre survie, mais aussi possible berceau de la vie ailleurs que sur Terre, toutes les agences foncent vers cet objectif, sur la Lune, sur Mars et dans tout le système solaire. Notre expansion spatiale, à la recherche de traces d'eau et de vie, pose la question de la fragilité des milieux extraterrestres. Que se passerait-il si nous débarquions sans nous concerter, avec d'énormes engins et équipages? Ne risquerait-on pas des pertes irrémédiables? Quand nous allons sur un autre astre, nous prenons en compte la protection de ce monde extraterrestre et veillons à ne pas le polluer. Que l'on explore la Lune ou Mars, nous avons cette exigence. Nous nettoyons et stérilisons toutes nos sondes afin qu'aucun organisme terrestre ne soit emporté sur une autre planète. Nous travaillons à minimiser les perturbations venant de notre part. C'est un souci constant. Mais certains grands acteurs, notamment du secteur privé, ne semblent pas vraiment préoccupés par ce genre de risque. SpaceX,
société fondée par le milliardaire de la Silicon Valley Elon Musk, développe un programme interplanétaire très offensif, basé sur un nouveau lanceur révolutionnaire, le Starship. Surdimensionné, entièrement réutilisable, le Starship révolutionne les standards. Contre toute attente, la NASA a choisi le Starship comme atterrisseur lunaire réutilisable du programme Artemis. Quelle pollution les allées et venues d'un tel vaisseau vont-elles entraîner? Et comment le ravitailler sur place afin de pouvoir redécoller et rentrer sur Terre? De tels projets annoncent-ils déjà un recours démesuré aux ressources extraterrestres? Pour ravitailler machines, bases et équipages, un business plan émerge. Des appétits s'éveillent, des industries spatiales peuvent naître et croître. Ainsi que la perspective de profits colossaux. S'ouvre alors une boîte de Pandore. En fait, l'un des objectifs de l'exploitation spatiale, c'est de supprimer l'industrie lourde de la surface de la Terre. C'est de conserver notre planète comme un endroit où l'humanité pourra vivre indéfiniment. Cette perspective nécessite des ressources spatiales à long terme. Cela suppose de produire à partir de ressources célestes, lunaires ou provenant d'astéroïdes. Je pense que c'est une clé essentielle. L'ère spatiale qui s'ouvre fait émerger de nouvelles questions délicates, notamment des questions éthiques. Pour la première fois de son histoire, l'humanité doit s'interroger sur son expansion hors de sa planète d'origine. Saurons-nous garder à l'esprit que les trésors de l'univers sont aussi précieux et fragiles que ceux de la Terre? Ce qui se joue en ce moment, c'est une première exploration des ressources spatiales pour comprendre ce qu'il y a là-bas et voir si c'est vraiment utilisable. C'est très fragile. Dès que nous y accéderons, nous changerons définitivement l'environnement. C'est pourquoi c'est si important d'évaluer quel effet cela aura et de trouver les moyens de gérer ces sites de façon responsable, afin de les préserver pour les générations futures. Si nous, humains, pays, agences ou autres, voulons nous impliquer dans ce qui se prépare pour une humanité spatiale, alors la Lune est l'endroit où il faut être. C'est là que nous apprendrons à vivre loin de la Terre. C'est là que nous allons relever les défis technologiques et développer les recherches scientifiques qui rendront la suite de l'aventure possible. Si nous parvenons à collaborer dans l'espace, nous en tirerons des enseignements applicables sur Terre. Ce sera un bénéfice pour tous. Une révolution spatiale est bien enclenchée. Elle prend son envol de l'autre côté de la Lune, une alliée précieuse pour pousser plus loin l'exploration de notre système solaire. Pour nos explorations futures, nous avons deux maîtres mots. Plus de destinations et plus lointaines. Cela signifie qu'on ne se limitera pas à Mars. Nous visons beaucoup plus loin, vers Jupiter, vers des astéroïdes, des destinations très diverses. Nous poursuivrons l'exploration planétaire le plus loin possible vers l'espace profond, afin d'accroître au maximum nos connaissances. Une nouvelle page de notre histoire spatiale est en train de s'écrire.
Elle aura des conséquences déterminantes pour les siècles à venir. Scientifiques, économiques, éthiques, elle nous concerne tous. Tout autour du monde, la recherche scientifique progresse. Et avec elle, notre capacité à construire de nouvelles collaborations pour le futur.